Segment interview avec Cédric Monnier, cofondateur de Flamefy. Présentez-nous les activités de Flamefy, une société fondée en 2013 aussi. Ouais, c'est ça. Vous avez des idées en même temps, vous. Alors donc, nous, on est une start-up spécialisée dans la gestion de la data, la fameuse data, avec un objectif, c'est d'aider tous les médias. Donc ça inclut la télévision, ça inclut les radios, ça inclut les studios de cinéma, et ça inclut tous les gens qui fabriquent aujourd'hui du contenu de façon professionnelle. Ça peut être des youtubeurs, mais c'est en général des gens qui font des séries, qui font des courts-métrages, qui font des documentaires, de la production vidéo en général. À trouver la bonne audience, ce qui leur permet d'exister par eux-mêmes, d'être moins dépendants d'un des grands géants, à la Facebook et compagnie, ou d'autres, voilà. Donc d'exister, d'avoir leur petit précaré, d'arriver à en vivre, et de pouvoir recréer une relation un peu plus humaine et valorisante à travers leur contenu. Vous êtes incubé chez TF1. Oui. Est-ce que vous êtes leur prestataire de service du coup? Pas du tout. Alors c'est une incubation, donc je dirais c'est vraiment une logique bienveillante de nous donner accès à un panel d'audience qui est quand même assez phénoménal, d'être aussi au cœur de comment ça fonctionne, entre guillemets en vrai. On peut souvent se faire des idées sur comment fonctionne une grande maison comme ça, et donc d'être un peu dans le feu de la bataille, se rendre compte aussi, de tester. On a fait beaucoup de tests en fait avec eux sur des idées, des projets, sur leur diffusion du coup, sur certains programmes, mais même aussi sur des choses qu'on voit pas forcément à l'antenne. Il faut pas oublier, c'est une entreprise, eux aussi ils ont besoin de regarder, de mesurer, de comprendre un certain nombre de choses. Vous venez de racheter Ocast dans le but, vous dites, d'ambitionner, révolutionner l'industrie des services de vidéo en ligne. Cela, vous dites, en lançant la première solution SaaS européenne alliant la vidéo et l'intelligence artificielle pour offrir aux producteurs de contenu de concurrencer Netflix, si cela est possible. Ça c'est pas vous, ça c'est moi qui le dis. Oui, c'est moi. Expliquez-nous tout ça. Non, mais c'est parce que Netflix, que ça marque les esprits. Vous voyez, vous l'avez cité deux fois déjà dans vos news. Donc ça fait partie de... Ils sont partout. C'est une formidable réussite. C'est un modèle. On parlait d'Uber un petit peu avant. Enfin, c'est pas les mêmes valeurs. Enfin, retesting est très très différent. C'est un vrai modèle qui a révolutionné beaucoup de choses. Comme tous les modèles qui révolutionnent, évidemment, il y a un pendant ou un contre-coup qui est en général, c'est que, on parlait des séries. À peu près 80% du catalogue aujourd'hui de Netflix c'est de la série. C'est ça. Et ils en produisent des excellentes, etc. Mais du coup, on ne regarde plus que ça. Ouais, c'est vrai. Quand, pour la dernière fois, avez-vous regardé un documentaire? La semaine dernière. Pas trop mal. C'est une question piège. C'est ça, pas me poser à moi la question. Ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte de plus en plus. Alors c'est pas que Netflix, mais c'est juste, c'est un point central. On a une production aujourd'hui culturelle, la France. À travers notre exception culturelle, on a une production assez phénoménale. On n'est pas les seuls. Tous les pays produisent énormément. Et en fait, c'est un peu comme les startups, il y a très peu d'élus. Avoir une chance d'arriver à passer sur un TF1 ou sur un France Télévisions quand on a fait un documentaire ou certains films, c'est pas facile, une chose. Pourtant, ces contenus sont de très bonne qualité, ils trouvent pas leur audience. C'est vrai. Donc, il y a eu une loi justement qui imposait justement à certaines chaînes. Alors il y a des quotas, je vais faire un petit peu le parallèle, un petit peu comme les quotas avec le nombre de la parité, etc. J'ai rien contre les quotas, mais à partir du moment où ça devient contraint, c'est compliqué. Justement, il y avait la série Marseille qui a été un peu imposée d'une certaine manière, et du coup, le contenu n'était pas top. Donc, nous, avec nos petits bras musclés, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de redonner l'opportunité à tous ces contenus et aux gens qui les ont construits d'exister, de retrouver de l'audience. Mais c'est pas du fait qu'il y ait tellement de contenu, justement, un point sur ça, et tellement de contenu que du coup, on n'a plus l'occasion de voir de nouvelles choses. Mais exactement. Mais c'est le vrai problème. Au cinéma, cette année, l'année dernière, il y a eu plus de 750 films qui sont sortis. Énorme. 52 semaines. Il reste de moins en moins de temps. Mais il reste de moins en moins de temps parce que, il y a tous les blockbusters américains déjà qui écrasent un peu les marchés. Et quand il y a une telle manne en permanence, quand on est exploitant de cinéma, évidemment, il faut faire des choix. Donc oui, il y a une surabondance massive de contenus qui ne sont pas forcément tous égaux. Et donc justement, c'est là où la data et tout les algorithmes, l'intelligence artificielle qu'on développe est là justement pour permettre de faire le tri, d'aider à découvrir le contenu qui est le plus intéressant par rapport à ce qui m'intéresse moi, par rapport aussi à où je suis. Quel est le problème que vous constatez actuellement sur les pratiques et les plateformes rois, comme vous dites, qui sont proposées? Alors, on va prendre par exemple, la plus forte, on va prendre Facebook. Ah, c'est plus fort que YouTube?
Alors ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. YouTube a annoncé, il y avait 1 milliard aujourd'hui d'heures par jour de contenu vu, ce qui paraît complètement fou. Le problème de toutes ces plateformes, c'est quand on est quelqu'un qui produit du contenu et qui veut en vivre, c'est l'opacité. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des boîtes noires. Il y a deux choses. La première, c'est que les règles, enfin on le voit tous, j'imagine que vous avez un compte Facebook, etc. Régulièrement, on voit une annonce. On a changé la façon de présenter ce que vous devez regarder. C'est vrai. Je vais même pas revenir sur la polémique Trump et compagnie. C'est-à-dire qu'on est sur une plateforme qui prêche la liberté, qui prêche plein de bonnes choses, mais qui nous dit en fait ce qu'on doit regarder. Et qui change les règles en permanence. De toute façon, quand on va sur Facebook, on sait que c'est pour ça c'est à quoi on va être confronté de toute façon. Bah en tout cas, il y a des risques, il y a eu des dérapages, il y en aura d'autres. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Il faut être conscient qu'il n'y a pas de libre arbitre. Le deuxième problème, c'est quand on est dans une relation un petit peu business, on va dire, ce genre de plateforme, c'est l'opacité, dans le sens où on ne sait pas, en fait, en termes de données, ce qui s'est réellement passé. C'est vrai. Il y a eu... même s'ils essayent avec des... Voilà, enfin, il y a eu sur à peu près les 6 derniers mois, il y a eu 3 grandes annonces de Facebook en disant qu'ils ne savaient pas compter le nombre de gens qui avaient vu des vidéos, ils se sont trompés. La dernière, ils se sont trompés quand même de 92%. Wow. Donc, pourtant c'est Facebook. Donc, il y a un problème à la fois sur la véracité de ce qui se passe sur cette plateforme. Mais il faut être, et sans offense avec qui que ce soit, quand on a une quarantaine de métriques, il faut comprendre. Ça prend du temps en plus. Ça prend du temps, il faut comprendre, il faut analyser et se dire mais qu'est-ce que je fais? Exactement. C'était en tout cas nous, dans notre approche et dans la solution que l'on a, on a une logique de pertinence. La vidéo explose ces dernières années, particulièrement en 2016. En termes de chiffres, par exemple, les gens regardent 1 milliard d'heures de vidéos chaque jour sur YouTube, selon YouTube. Les vidéos diffusées sur Facebook sont en moyenne visionnées 135% plus que les photos. Alors, le fait que ce soit plus vivant, plus attractif, c'est la seule raison que les vidéos cartonnent autant? Oui, je pense. Oui, il y a un facteur, ça capte l'œil immédiatement. Parce qu'en plus, les gens regardent beaucoup plus des vidéos, même sans son. Vous savez que sur Facebook... Et donc maintenant, on est obligé de sous-titrer toutes les vidéos que les gens regardent sans son. C'est ça, exactement. C'est extrêmement étrange, en fait, les comportements que ça génère. Mais oui, évidemment, ça bouge. Donc on reste des mammifères, on a été fait pour que dès que ça bouge, ça capte l'œil. Donc évidemment, ça nous attire. Après, bon, faut voir un peu les qualités, il faut voir exactement quels sont les messages qui sont délivrés, parce qu'on se rend compte, nous, pour beaucoup de nos clients, il y a un langage visuel Facebook maintenant. C'est-à-dire que oui, il faut sous-titrer, mais alors ça marche mieux quand on fait tel montage, quand on fait, vous qui êtes monteuse, il y a intérêt à faire que des plans serrés, il faut que ça soit très rapide, etc. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai, c'est un petit peu comme avec la réalité virtuelle, il y a un nouveau langage, je dirais, visuel derrière, qui est différent sur Twitter, qui est encore différent sur YouTube. C'est intéressant parce que c'est une richesse d'expression. Après, on s'éparpille. Les vidéos live ont-ils plus de valeur? Parce qu'en termes de chiffres également, les gens passent 3 fois plus de temps à regarder des vidéos Facebook live par rapport à une vidéo classique. Je pense que c'est pas du tout la même chose. Le live, par définition, est calé sur un moment particulier. Il faut absolument regarder. C'est une espèce c'est pas une astuce, mais c'est un format pour capter et agréger vraiment de l'audience à un moment particulier. Surtout qu'il y a la vidéo live qui reste et la vidéo live qui disparaît aussi. Voilà. Donc, c'est un côté, c'est le côté de l'exclusif. Donc évidemment, ça a une certaine valeur. Après, très souvent, ce qui était live, même quand on met après en replay, regarder un match de foot, quand on connaît déjà le résultat, on va pas le regarder une deuxième fois, sauf les gros fans. Mais je dirais que ça a une valeur, à mon avis, qui est assez différente. C'est une valeur d'audience, c'est une valeur d'exclusivité. Ça n'a pas une valeur comme nous, ce qu'on appelle une valeur de catalogue. Après, donc c'est une valeur différente. D'accord. Concernant les pratiques et ce qui empêche les marques de créer plus de vidéos, c'est que pour 43% de marketeurs, selon Buffer, les obstacles sont le manque de temps, de ressources et de budget. Alors, budget, mauvaise excuse, temps, mauvaise excuse également, et ressources possibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas forcément une mauvaise excuse sur le budget. Parce que même si on a de plus en plus d'outils pour faire des choses facilement. Et de qualité. Faut pas oublier quand même, on travaille beaucoup avec des journalistes, il y a un vrai travail éditorial derrière, c'est pas qu'assembler des trucs machinalement, donc
un vrai contenu qui a une vraie valeur, il faut quand même y mettre du temps, donc un petit peu d'argent. Je penserais là, c'est pas du budget, c'est de la ressource intellectuelle, je pense plus. Ah oui, là c'est autre chose. Ouais, voilà, exactement. Parce que pour faire justement, on a tous les moyens pour le faire. Nous, on fait des reportages avec des iPhones ou des Voilà, c'est ça, aujourd'hui, une captation en elle-même, c'est devenu comment raconter facile. l'histoire. Voilà. Mais justement, c'est parce que tous ces outils sont devenus, on va dire, mainstream et très faciles. Ouais. Donc, il n'y a pas cet écueil-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on est un petit peu face à, alors maintenant, comment je raconte mon histoire, comment je fais pour que ça marche, et dans le fond et dans la forme. Donc, on revient sur du travail ou de journaliste, quand c'est le cas, ou du travail de réalisation. Et on revient vers des gens qui ne sont pas forcément formés pour ça. Est-ce que vous pensez que toutes les marques de tout genre doivent créer de la vidéo? Des films, par exemple? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur passer un message via une vidéo. Absolument, absolument. Il y avait une agence publicitaire qui disait que elles arrêtaient la publicité type, vous savez, mais qu'elle se concentrait maintenant que sur de la vidéo contenu qu'une histoire à raconter. Mais d'ailleurs, on voit l'apparition des GIFs et des animations, des infographies. Un tweet devient un communiqué de presse. Une infographie animée devient une news. Donc on est en train de changer le contenu de façon de plus en plus vidéo, animée, etc. Et plus statique. Plus vivant, Nespresso lance cette semaine la 2e édition des Nespresso Talent et invite des réalisateurs à partager leur vision du petit ou du grand changement sur la marche du monde. Est-ce un bon moyen pour entrer dans la marche de la création vidéo au lieu d'en créer? D'amener les gens à créer au lieu de dire j'ai pas les moyens mais je vais prendre les vidéos des gens, faire un concours et dire... C'est ça l'intelligence, c'est ça l'engagement. C'est pour ça qu'on va vraiment être autour de ça, autour de l'engagement. Et que aujourd'hui les marques n'ont pas forcément à créer du contenu, mais laisser la parole, et c'est pour ça que c'est drôlement intelligent, laisser la parole aux ambassadeurs de la marque via des messages et des sujets engageants. De plus en plus des marques, de grands groupes qui commencent à créer des studios. On a Nike, on a un groupe hôtelier, je sais plus comment il s'appelle, qui crée leur studio en interne pour pouvoir multiplier le contenu sans passer par des agences, mais aussi raconter leurs propres histoires. Et ça, je trouve ça intéressant. Conseil Flamefy, une solution pour créer de l'engagement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'engagement quantitatif pour vous? Alors, l'engagement quantitatif, ça appartient du moment où une personne, minimum évidemment, enfin des gens je dirais, viennent regarder, si je reste dans la vidéo, le contenu que j'ai préparé et ont un comportement qui me permet d'être sûr qu'ils l'ont regardé soit jusqu'à la fin, soit ils ont partagé un certain nombre d'actions qui font qu'ils ont réagi dessus. D'accord. Donc ce qui m'intéresse, c'est la réaction. D'accord. Donc ça peut être partagé, commenté, etc. Alors ça peut être partagé, ça peut être... Mais typiquement, à partir du moment où quelqu'un a regardé peut-être un contenu jusqu'à la fin, voire l'a regardé deux fois, etc., on considère qu'il y a eu un vrai engagement. Ça, je trouve dommage parce que par exemple, sur beaucoup de plateformes, Instagram et ça, ils ne comptabilisent pas les revues. Et ça, c'est vraiment une solution donc pour créer de l'engagement. Une seule. Alors, une seule, elle n'est pas technologique, elle est... il faut donner pour recevoir. D'accord. Typiquement, on est dans une logique où à partir du moment où je vais donner un contenu, je vais donner un message, je vais donner quelque chose, les gens vont venir, on va faire un échange, et à la fin, si évidemment ce que je raconte a une certaine valeur, je vais convertir soit en argent si c'est ce qui m'intéresse, soit en d'autres choses. Mais la logique, elle est là. Et un conseil pour créer une vidéo qui pourra se faire remarquer? S'adapter vraiment au format, déjà. Je dirais, c'est à la base, c'est être sûr de s'adapter au format de là où on va mettre ce contenu. On parlait du Facebook, c'est différent du Twitter, etc. Donc évidemment, c'est d'être dans les formats, parce que sinon ça ne marchera pas. C'est ça. Quelle plateforme rémunère plus et mieux selon vous pour ceux qui font de la vidéo commerciale? Si vous rémunérez par la publicité, elles sont toutes à peu près égales. D'accord. C'est-à-dire des queues de cerises. Faut être réaliste. C'est clair. Là, nous, je vais prêcher pour ma paroisse. En général, quand on fait une plateforme avec nous et quand on la monétise, soit par de l'achat, soit par de l'abonnement, je vais donner juste une idée. Une vue, par exemple, sur nos plateformes peut vous rapporter, je sais pas, par exemple, 3 €. D'accord. Il faut faire à peu près quelque chose comme 3000 à 5000 vues sur YouTube pour arriver à la même chose. D'accord, ok.